Aujourd'hui en France, on estime que l'endométriose représente 10 à 15% des femmes en âge de procréer. L'endométriose est donc un véritable problème de santé publique. Ça, je vais vous le répéter, c'est un message très fort. L'endométriose n'est pas synonyme d'infertilité. Gynécologie, psychologie, ostéopathie, kinésithérapie, sophrologie, au cœur de la santé de la femme. Le podcast qui parle de gynécologie et du bien-être de la femme. Bienvenue. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au cœur de la santé des femmes. Je suis Mathilde et j'ai la chance d'accueillir aujourd'hui le docteur Marc Even qui va nous parler endométriose, donc sujet que nous avons déjà abordé très récemment avec Charlotte qui cette fois était patiente. Alors docteur Even, bonjour. Bonjour Mathilde. Première question, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous ? Alors je suis chirurgien gynécologue et obstétricien à l'hôpital Foch de Suresnes actuellement et je suis cofondateur des centres gynécologiques Point Gyn. On va plutôt là parler endométriose, c'est le sujet qui nous intéresse. Donc l'endométriose, d'abord, qu'est-ce que c'est et comment on l'explique ? Alors l'endométriose, c'est une maladie chronique, inflammatoire, qui se caractérise par la présence d'endomètres en dehors de la cavité utérine. L'endomètre, c'est quoi ? L'endomètre, c'est la muqueuse qui tapisse la cavité utérine. Normalement, cet endomètre, il est éliminé chaque mois au moment des règles, et dans l'endométriose, cet endomètre va refluer au niveau des trompes et va créer des lésions, des adhérences ou des kystes au niveau des ovaires. Alors, on a reçu Charlotte tout récemment, qui avait 22 ans. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est vers quel âge se déclare la maladie ? Cela a été montré récemment dans une étude qui a été menée par Endovie, qui a étudié un panel de 1600 patientes atteintes d'endométriose. Et dans 50% des cas, les symptômes se déclaraient dès l'adolescence. Alors, est-ce qu'il existe différents types d'endométriose ? Effectivement, Mathilde, il existe différents types d'endométriose. L'endométriose est une maladie hétérogène. Cette hétérogénéité va se manifester à la fois sur le plan clinique, il va y avoir différents symptômes, et sur le plan anatomique. Donc les trois types de lésions. La première lésion, ça va être de l'endométriose superficielle, qui se caractérise par la présence d'implants, ou de petites taches de sang qui vont venir au niveau des organes de voisinage de l'utérus. Deuxième type de lésion, ça va être le kyste ovarien endométriosique ou l'endométriome ovarien. Troisième type de lésion, l'endométriose profonde qui va se caractériser par l'envahissement de la musculeuse d'un organe de voisinage de l'utérus. Exemple, un nodule au niveau du tube digestif, d'un ligament utérosacré ou un nodule au niveau de la vessie. Alors, vous venez de nous expliquer finalement que l'endométriose était une maladie hétérogène, mais qu'en est-il au niveau des symptômes ? Il y a plusieurs symptômes qui doivent nous alerter et il est important de réaliser un interrogatoire extrêmement ciblé en consultation. Donc le premier type de symptômes auquel on s'intéresse est la dysménorrhée. Une dysménorrhée, ce sont des règles douloureuses, donc une patiente qui va avoir des règles douloureuses pendant son adolescence, responsable par exemple d'un absentéisme scolaire ou de malaise, ça doit nous alerter. Deuxième type de symptômes, les dyspareunies. Les dyspareunies, ce sont des douleurs en profondeur pendant les rapports. Et la caractéristique dans l'endométriose, c'est que ces dyspareunies, elles sont variables en fonction des positions. Troisième type de symptômes, les douleurs pelviennes chroniques. Ce sont des douleurs qui ont lieu en dehors des règles. On peut parler également de toute la symptomatologie urinaire, qui va se manifester par des infections urinaires à répétition, des coliques néphrétiques, des pyélonéphrites, soit au moment des règles ou juste avant les règles. Et enfin, la symptomatologie digestive, à savoir une diarrhée, une constipation au moment des règles. La caractéristique des symptômes de l'endométriose, c'est vraiment la périodicité. Cela veut dire qu'il y a une recrudescence des symptômes juste avant ou au moment des règles. Il y a d'autres symptômes moins fréquents, tels que les douleurs par exemple au niveau des épaules, notamment du côté droit, qui peut être un signe d'atteinte diaphragmatique, ou des douleurs au niveau de cicatrices, d'anciennes cicatrices, que ce soit des cicatrices liées à une cœlioscopie ou à une intervention chirurgicale. Alors, je rebondis un peu sur ce que vous venez de dire parce que ce sont quand on se balade un petit peu sur les réseaux sociaux, on voit qu'il y a de plus en plus de femmes qui témoignent de leurs symptômes. Elles sont, je crois, de plus en plus nombreuses, justement. Donc, comment ce nombre qui paraît toujours s'accroître s'explique ? Est-ce qu'il y a des facteurs environnementaux qui jouent sur l'endométriose ? Tout à fait. Aujourd'hui, en France, on estime que l'endométriose représente 10 à 15% des femmes en âge de procréer. Ce qui correspond à 1,5 million à 2 millions de femmes en France, soit 180 millions de femmes dans le monde.
L'endométriose est donc un véritable problème de santé publique. Alors, l'origine de l'endométriose est multifactorielle et elle résulte de l'action de 3 facteurs. Donc des facteurs environnementaux, donc les perturbateurs endocriniens, par exemple les phtalates, les facteurs génétiques. Il existe une hérédité familiale dans l'endométriose. En consultation, je vois souvent par exemple des familles, soit la mère et sa fille, soit des cousines germaines, soit des sœurs jumelles qui viennent en consultation pour de l'endométriose, et des facteurs liés aux menstruations. On sait qu'une patiente qui va avoir des règles à un âge très tôt, exemple une patiente qui va avoir des règles à l'âge de 9-10 ans, a plus de risques de développer une endométriose. L'autre facteur de risque lié aux menstruations, c'est-à-dire lié aux règles, ça peut être également des règles très abondantes, qui est également un autre facteur de risque. Là, on a les symptômes, on a les facteurs de risque. Moi, j'ai une autre question qui me vient, parce qu'on en a beaucoup parlé avec Charlotte dans son podcast, c'est l'errance médicale. Pourquoi aujourd'hui on a une telle errance médicale ? Alors aujourd'hui, le délai moyen diagnostic entre l'apparition des symptômes et le diagnostic d'endométriose, il est de 7 ans. Aujourd'hui, on est très mauvais, pour être clair, on est très mauvais par rapport au diagnostic de l'endométriose, et réduire ce challenge aujourd'hui, c'est vraiment très important. Alors pourquoi il y a une telle errance ? Parce qu'on assiste à une banalisation de la douleur. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir communiquer beaucoup sur cette pathologie. Donc pour vous donner un exemple très concret, moi j'ai passé mon internat en 2007. En 2005, je ne savais pas ce que c'était l'endométriose puisque ça n'apparaissait pas dans mes livres de médecine. J'ai eu la chance de passer en tant qu'interne dans un service spécialisé à l'hôpital Cochin, dirigé par le professeur Charles Chaperon, un service spécialisé d'endométriose où j'ai découvert cette pathologie. Et ensuite, je me suis spécialisé dans l'endométriose qui était une pathologie extrêmement intéressante et en constante évolution. Pour réduire ce délai, il est indispensable de former donc les médecins, de communiquer autour de la pathologie, et c'est là où les associations de patientes, EndoFrance, EndoMind, jouent un rôle majeur auprès des patientes en termes d'information. Alors là, vous avez parlé formation des médecins, communication autour avec les associations de patientes, mais comment se fait le diagnostic, comment on peut le faire et quels examens sont prescrits pour ? Alors, à partir du moment où on a mené un interrogatoire précis, on va être orienté vers une endométriose. À ce moment-là, on va prescrire un bilan chez la patiente et l'examen de première intention à prescrire, c'est l'échographie pelvienne. Donc la prise en charge de cette endométriose, elle est multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'il faut s'entourer d'une équipe de radiologues spécialisés dans l'endométriose. Donc l'échographie, c'est souvent le mode d'entrée dans la maladie. Et l'échographie pelvienne, on a parlé tout à l'heure des lésions d'endométriose, et en général, la première lésion qu'on va dépister, c'est le kyste endométriosique. Donc en général, classiquement, la patiente va venir pour des douleurs en consultation, va réaliser une échographie, et l'échographie va mettre en évidence un kyste de l'ovaire, et ce kyste va être le mode d'entrée dans la maladie. Ensuite, on va préciser le bilan en réalisant une IRM pelvienne, également avec un radiologue spécialisé, qui va permettre d'avoir une véritable cartographie de l'endométriose. Le but est d'avoir une cartographie précise des lésions d'endométriose, en particulier les lésions en arrière de l'utérus. Donc les lésions en arrière de l'utérus, on parle du compartiment postérieur qui est entre l'utérus et le tube digestif. Donc dans 90% des cas, les lésions d'endométriose, elles sont en arrière de l'utérus. Et dans 5 à 10% des cas, les lésions vont concerner le compartiment antérieur qui est la vessie. Donc l'IRM est indispensable, par exemple, avant d'opérer la patiente pour avoir une cartographie précise des lésions. Et on va pouvoir dire à la patiente est-ce qu'il y a une endométriose superficielle, une endométriose ovarienne, une endométriose profonde. Et s'il y a une endométriose profonde, on pourra préciser où se situe l'atteinte, au niveau des ligaments utérosacrés, au niveau de la vessie, au niveau du tube digestif ou au niveau du diaphragme, par exemple. Donc là, vous venez de récapituler les 3 types, notamment, en tout cas de les citer, les 3 types d'endométriose, donc superficielle, profonde et ovarienne. Comment elles se soignent ? Est-ce qu'il existe aujourd'hui des traitements ? Évidemment, il existe des traitements. Donc tout d'abord, le traitement est un traitement qui nécessite une prise en charge multidisciplinaire qui va faire intervenir une multitude
d'intervenants. Le traitement de première intention de l'endométriose douloureuse et le traitement médicamenteux. Donc le traitement de première intention est la pilule. Donc on ne va pas détailler tous les contraceptifs, mais le traitement de première intention, c'est soit la pilule œstroprogestative, soit le stérilet hormonal. Alors dans certains cas, il y a des patientes qui ne tolèrent pas la pilule. On aura recours aux anti-inflammatoires. Je vous rappelle que l'endométriose est une maladie inflammatoire qui évolue par poussée et par rémission. Donc les anti-inflammatoires ont toute leur place dans cette pathologie. Ensuite, on peut parler du traitement chirurgical. Alors on pourrait parler des heures de la chirurgie dans l'endométriose, mais pour schématiser, l'indication de la chirurgie dans l'endométriose, c'est vraiment la douleur. Une patiente qui a de l'endométriose, qui est asymptomatique, il ne faut pas l'opérer. Une patiente qui doit être opérée, c'est une patiente qui est douloureuse, malgré une prise en charge algologique, c'est-à-dire une prise en charge de la douleur adaptée. Et dans ces cas-là, si la patiente a une douleur résistante, malgré un traitement contraceptif adapté et un traitement antalgique adapté, la chirurgie va se discuter. L'idéal étant d'opérer la patiente au moment du désir de grossesse, puisque le but de la chirurgie dans ces cas-là est double. C'est 1, de réduire les douleurs, et 2, d'augmenter les chances de grossesse. Évidemment, il y a des patientes qui vont être extrêmement algiques à l'âge de 20-25 ans, qui seront opérées, mais le but est d'opérer la patiente une seule fois au cours de sa vie. On va reprendre l'enquête Endovi qui concernait un panel de 1600 patientes. On a vu qu'un des facteurs péjoratifs, c'était justement les patientes qui étaient opérées de manière itérative. Et dans l'enquête Endovi, on s'est rendu compte que les patientes opérées, 25% d'entre elles avaient eu des chirurgies itératives. Et aujourd'hui, les études montrent qu'opérer une patiente plusieurs fois, c'est délétère, notamment au niveau de la réserve ovarienne. Un exemple tout simple, ce matin j'ai vu en consultation une patiente qui avait eu 3 célioscopies pour des kystes de l'ovaire et qui arrive aujourd'hui à 35 ans avec une insuffisance ovarienne, puisqu'elle a eu 3 interventions au niveau de ces kystes de l'ovaire qui ont été délétères par rapport à la réserve ovarienne. Donc le message, c'est que l'endométriose n'est pas synonyme de chirurgie. La chirurgie est indiquée en cas d'endométriose douloureuse, résistante à un traitement médicamenteux. Deuxième message, c'est qu'il faut éviter les chirurgies itératives au risque de léser la réserve ovarienne des patientes. Alors, ma question va être un peu brusque, mais vous parlez d'augmentation des chances de grossesse. Alors, est-ce que, par contre, l'endométriose est synonyme d'infertilité ? Non, l'endométriose n'est pas synonyme d'infertilité, et ça, je vais vous le répéter, c'est un message très fort. L'endométriose n'est pas synonyme d'infertilité. On estime aujourd'hui qu'une femme sur 3 qui a de l'endométriose va consulter pour infertilité. Donc on revient à une des caractéristiques de cette maladie, c'est l'hétérogénéité. Dans l'endométriose, il va y avoir des femmes qui vont être douloureuses, d'autres qui vont être indolores, d'autres qui vont être fertiles et d'autres qui vont être infertiles. Et du coup, pourquoi ou comment est-ce qu'on sait aujourd'hui pourquoi l'endométriose pourrait entraîner une infertilité ? Alors la physiopathologie de l'endométriose a été étudiée, et notamment la physiopathologie de l'infertilité de l'endométriose. Donc pour répondre à votre question de manière synthétique, l'endométriose est une maladie inflammatoire. Et cette inflammation, elle va entraîner des perturbations à l'intérieur de la cavité pelvienne. En gros, il va y avoir une perturbation de l'interaction. Chez une patiente qui a un désir de grossesse, il va y avoir une perturbation de l'interaction entre le spermatozoïde et l'ovocyte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les chances de grossesse spontanée vont être diminuées du fait de cette pollution entre guillemets locale. Donc ça, c'est le premier impact au niveau de la cavité pelvienne. Deuxième impact, comment expliquer l'infertilité ? C'est au niveau des ovaires. On a vu qu'une des lésions, c'était le kyste ovarien. Et on sait quand il y a un kyste qui va se développer au niveau des ovaires, schématiquement, il va y avoir moins de follicules ovariens. Et chez une patiente, pour évaluer sa réserve ovarienne, on va compter le nombre de follicules. Vous imaginez que s'il y a un kyste qui fait 7-8 cm, la patiente aura moins de follicules. Donc deuxième impact, c'est au niveau des ovaires. Et troisième impact, c'est au niveau de l'endomètre.
l'endomètre, qui est la muqueuse qui tapisse la cavité utérine, les études ont montré qu'il y avait une résistance à la progestérone, et du fait de cette résistance, on ne va pas rentrer dans les détails, il y a une implantation qui se fait moins bien. Donc voilà, 3 mécanismes pour expliquer cette infertilité. Premier impact au niveau de l'ovaire, deuxième au niveau de la cavité pelvienne, au niveau de la cavité abdominale, et troisième impact au niveau de l'endomètre. Comme vos explications, elles sont quand même assez claires, assez brèves. Je me pose une question de vocabulaire, en l'occurrence, en tout cas de compréhension. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre endométriose et adénomiose ? Alors, l'endométriose et l'adénomiose sont souvent associés. Donc l'endométriose, on a vu en début de podcast que c'était de l'endomètre qui allait en dehors de la cavité utérine. L'adénomiose, ça va être de l'endomètre qui va s'infiltrer dans le muscle utérin, appelé myomètre. Donc il y a 2 types d'adénomiose. Il va y avoir l'adénomiose diffuse et l'adénomiose focalisée. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est des définitions radiologiques, mais ces 2 pathologies sont souvent liées. Et l'adénomiose peut être responsable également de douleurs pelviennes chroniques invalidantes, de ménorrhagie, c'est-à-dire de règles abondantes, et de douleurs pendant les rapports. Vous avez fait mention en début de podcast d'une équipe pluridisciplinaire. Donc ma question c'est comment et quel est le bénéfice d'articuler traitement gynéco et prise en charge globale de la patiente, donc que ce soit ostéopathie, kinésithérapie, sophrologie, psychologie également. Quel est le bénéfice et comment ça se passe ? Comme on a vu lors de ce podcast, l'endométriose est une maladie complexe. On a donc décidé de développer dans les centres gynécologiques Point Gyne la stratégie thérapeutique la plus adaptée. On propose donc un véritable parcours de soins qui inclut l'ostéopathie, la sophrologie, la kinésithérapie, la psychologie. Alors par ailleurs, les patientes peuvent être suivies dans les centres gynécologiques Point Gyne par des médecins spécialisés en infertilité, des médecins spécialisés en chirurgie et par des gynécos médicales. Là, vous venez de nous informer autour de la prise en charge globale de la patiente. Je repense à Charlotte qui a témoigné tout récemment, qui nous a parlé de sa vie conjugale avec son compagnon. Je pense également au podcast de Alba Nicolas Boulouda qui cette fois nous parlait de valeurs en santé. Je fais le lien entre les deux. Qu'en est-il de la qualité de vie des patientes qui sont atteintes d'endométriose ? L'endométriose a un véritable impact sur la qualité de vie. Et cela a été très bien montré dans l'enquête Endovie concernant 1600 patientes. Cette enquête a montré un retentissement majeur de l'endométriose, à la fois sur la vie professionnelle, sur la vie de couple, notamment la sexualité, et sur les activités quotidiennes des patientes. Et aujourd'hui, dans les centres Point Gyne, comme vous l'avez dit, on s'intéresse particulièrement à cette valeur en santé pour justement évaluer le bien-être et la qualité des patientes atteintes d'endométriose à l'aide de questionnaires. Alors là, vous me faites mention du couple. Ça m'amène déjà à vous dévoiler le sujet d'un des prochains podcasts, puisqu'on aura la chance de recevoir un conjoint d'une patiente qui est atteinte d'endométriose. Merci beaucoup, Dr Even, pour votre présence et pour toutes vos réponses et vos informations. Merci à vous. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt, auditrices et auditeurs. Vous pouvez nous écouter sur les différentes plateformes, que ce soit Google Podcast, iTunes Podcast, Spotify. Et nous retrouver également sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Et puis, d'ici le prochain podcast, prenez bien soin de vous. Au revoir. Gynécologie, ostéopathie, kinésithérapie, sophrologie, diététique. Au cœur de la santé de la femme. Le podcast qui parle de gynécologie et du bien-être de la femme.